Ah, nous sommes live, les filles, nous sommes live. Hey, bonjour à tous et à toutes dans cette petite conférence qui a pour but de présenter une nouvelle présentatrice de LGC. Ça va bien, Sana et Annelise? Ça va très bien, merci Michel. Et toi? Ah oui, Ça ça va va très bien, moi aussi. Toi, Annelise, ça va bien? Ouais, nickel, merci. Yes, sir. Alors oui, moi ça va bien. Ici, il est 10 heures du matin. Il fait beau. Il fait beau et moyennement beau. Mais il fait chaud. On a un été là, spectaculaire au Québec. Des températures records de chaleur. Nous, on est vraiment contents. Je ne sais pas si c'est le réchauffement de la planète, mais pour l'instant, ça fait du bien pour les Québécois qui ont tellement froid l'hiver. C'est fou comment on apprécie cet été. Sauf que là, on doit mettre des masques, mais bon, c'est pas trop grave. On s'y fait à nos masques. Tout le monde a son petit masque et tout le monde est capable de naviguer avec ça. Alors, les amis, je vais vous présenter Annelise. Et c'est Sana qui a justement trouvé Annelise cet été. Je pense que c'est cet été que tu l'as découvert, Annelise, Sana. Ah, un petit peu avant, déjà, on va dire au printemps. Ah oui, c'est ça, tu avais fait une conférence avec. Oui, oui. Et bien oui, Annelise a bien voulu participer au sommet LGC que nous allons clôturer aujourd'hui. Et donc, du coup, elle a participé à ce sommet, elle a proposé un certain nombre de choses. Je vais la laisser se présenter et nous dire un petit peu en quoi ça consistait. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, effectivement, j'ai proposé à Annelise de nous suivre dans la team. Voilà, de l'accueillir voilà, sur cette nouvelle aventure sur la chaîne, tout simplement. Annelise, alors peut-être que tu pourrais nous dire qui tu es un petit peu, te présenter, et puis ensuite on posera peut-être quelques questions. On te posera peut-être quelques questions. Nos chers auditeurs sont déjà là aussi présents. On a Ferrand Maryse qui nous dit belle journée. Adem, coucou à tous, vous allez bien? On va très bien. Il fait juste très chaud en France. Moi, je n'arrive pas avec le masque, nous dit Béatrice. Ah, j'imagine. Alors, Annelise, tu pourrais un peu nous parler un peu de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et voilà, déjà. Déjà, merci Sana, merci Michel de m'accueillir sur la chaîne. Donc, je suis Annelise Robert et je suis praticienne en régulation émotionnelle, en démoca et coach santé. Donc, on a fait des vibras avec Sana sur la chaîne du Bon Changement, on en a fait 3, où j'ai présenté mon travail, j'ai expliqué un petit peu les personnes que j'accompagne. Souvent, c'est sur des peurs, des phobies, des traumatismes pour vraiment régler le stress post-traumatique. Et c'est avec des mouvements des yeux, du tapping et aussi par la régulation émotionnelle. Donc, c'est des émotions, tout ça. C'est surtout autour des émotions que je travaille. Et voilà, c'est à peu près ça que je peux te dire sur mon travail. C'est déjà très bien, et tu as eu l'occasion de présenter ce travail, de présenter des ateliers, des vidéos explicatives d'aide, d'accompagnement, et des rendez-vous qui ont été pris avec toi, donc en démoca, en déprogrammation. Tu fais de la régulation émotionnelle, et puis un atelier, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre du sommet, tu as bien voulu participer à cette initiative. Et donc, effectivement, sur 3 rendez-vous, on s'est retrouvés. Et de là, l'envie aussi, hein, déjà derrière l'écran, si je peux me permettre, parce que tu as déjà une chaîne YouTube, tu fais énormément de choses, tu crées des événements. Et l'idée, c'était de prolonger ce travail-là à travers la chaîne, puisque tu croises aussi dans ce que tu fais, dans ce que tu es, dans tes recherches, la spiritualité, le développement personnel. Et l'idée était de pouvoir utiliser en fait cette plus-value-là, qui est la tienne, sur la chaîne. Ouais, alors, on a parlé de l'hypersensibilité ensemble dans la première conférence. C'était de l'hypersensibilité au bonheur d'être soi. Et pour moi, c'est très lié à la spiritualité parce que les personnes hypersensibles, elles perçoivent plus de choses que tout le monde. Elles ont des ressentis très forts. Et parfois, elles y croient pas. Parfois, elles se disent non, mais je dois me tromper, c'est moi qui me fais des idées et tout. Et donc, mon travail, c'est vraiment de reconnecter les gens à eux-mêmes, à leur ressenti, qu'ils osent être eux-mêmes vraiment en profondeur et pouvoir trouver qui sont leur essence. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça serait super d'interviewer des personnes parce que comme ça, je pourrais vraiment, tu vois, montrer la substantifique moelle de la personne, qu'elle puisse vraiment sortir le meilleur d'elle-même et lui poser plein de questions parce que j'adore poser des questions, je suis très curieuse et tout. Et donc comme ça, vraiment, qu'elle puisse avoir son espace et un peu, comment dire, qu'elle arrive à s'exprimer devant plein de gens, ce qui fait qu'elle va pouvoir donner son message bien à elle. Donc ça serait ça mon but. Super.
Michel, c'est très, je veux dire, c'est le fun parce que tu vas être capable d'aller en profondeur avec les intervenants. Là. Toi, puisque tu connais les HPI, HPA, c'est bien ça, on les nomme les HPI, HPA, hein, c'est des hauts potentiels intellectuels, hauts potentiels émotionnels. Alors, puis souvent, moi, ce que je remarque sur LGC, c'est que les intervenants, souvent, sont des HPI ou des HPE, très, 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 très souvent. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et je sais aussi qu'il y a un autre domaine qui t'intéresse, qui est la communication non violente. Tu peux nous en parler aussi un peu, parce que je sais que c'est aussi quelque chose que tu veux intégrer dans la chaîne. Tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, j'ai pas mal suivi les vidéos d'Isabelle Padovani. Et là, j'ai fait un stage avec Stéphane Crestani et c'était vraiment passionnant parce qu'on s'est centré sur les sentiments et les besoins, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin. Et quand je vais interviewer les personnes, je vais vraiment essayer de sentir où elles en sont, qu'est-ce qui est important pour elles et le message qu'elles ont envie de faire passer pour que ça puisse aider le plus de gens possible et qu'elles arrivent vraiment à se sentir bien sur la chaîne, qu'elles soient à l'aise et tout. Donc, tu vois, c'est de revenir aux besoins de, par exemple, bah, la personne, elle a besoin d'un peu de soutien pendant l'interview ou alors elle a besoin d'être reconnue dans son travail. Là, je la mettrai plus en valeur, des choses comme ça. Donc, la communication non violente, c'est vraiment de se centrer sur les besoins de chacun et plutôt que de dire, bah, là, on n'est pas d'accord et moi, je veux pas faire ce que tu me dis. Donc, au final, on est en conflit et ça le fait pas. Et ben, on va dire, toi, tu aurais besoin, par exemple, de reconnaissance et moi, j'aurais besoin de repos. Donc, comment on peut allier les deux pour que les deux besoins soient satisfaits ou en tout cas pris en compte et que les deux personnes soient contentes à la fin. Donc, l'idée, c'est pas de bloquer sur une stratégie, c'est-à-dire on va faire comme ça alors que ça convient pas à la deuxième personne, mais plutôt tout le temps de continuer le dialogue en se disant, OK, ce besoin, c'est ça pour toi. Moi, j'ai ce besoin. Ton besoin, il est vraiment beau. En fait, tu as besoin de repos parce que tu as envie derrière de pouvoir offrir le meilleur. Là, tu es juste crevé. Donc, je me relie à ce beau besoin qui est juste que tu veux offrir le meilleur, mais là, tu as besoin de repos. Et l'autre personne, elle a besoin de reconnaissance parce qu'elle donne beaucoup, beaucoup et puis elle n'a pas beaucoup de clients, par exemple. Donc, l'idée, c'est de se connecter à la beauté de la personne à l'intérieur, de pourquoi elle a ces besoins-là et qu'au final, on a tous envie de contribuer les uns pour les autres, on a envie de s'entendre et que donc, si on rassemble ça, ça va donner une relation qui est belle et quelque chose de positif plutôt que justement quelque chose où il y a du conflit, où on ne se comprend pas et tout. Ah non, mais ça là, les amis, c'est tellement important parce que moi, j'en ai eu des couples dans ma vie. Là, ça fait 50 ans que je suis sur cette terre. Et il faut vraiment agir comme tu viens de le dire. Moi, j'ai vu tellement de mes couples se briser parce que l'autre ne veut pas comprendre ou que même moi, j'étais bloqué quand j'étais plus jeune. Mais il faut vraiment arriver à comprendre les besoins de l'autre et à respecter les besoins de l'autre. Moi, souvent, tu sais, moi, j'ai quand même commencé jeune à faire des siestes, je me souviens. Et quelques-unes de mes blondes n'aimaient pas que je fasse des siestes. Mais comme tu dis, j'avais besoin de me reposer, moi, parce que je dors juste 4-5 heures par nuit. Et ça a souvent été une zone de conflit. Et jusqu'à temps que je rencontre des filles qui, eux, se disaient, ben, c'est ton droit, tu sais, tu peux dormir. Et moi, je respectais aussi leur droit de ci, de ça. C'est de la communication non violente. Je ne savais pas que ça avait ce nom-là, mais oui. Et je vous dis, à vous qui nous écoutez, si vous pouvez être dans une relation comme celle-là, c'est merveilleux. La relation va durer beaucoup plus longtemps si on comprend les besoins de l'autre et qu'on respecte l'autre aussi dans tous ses besoins. C'est d'une importance totale. Hein? C'est vital. Je te le dis, mais je ne savais pas que c'était communication non violente, mais c'est merveilleux ça, Annelise. Oui, tout à fait. Et justement, une des choses importantes, c'est que, en fait, c'est pas je me sens parce que tu as fait ça et tu as fait ça, c'est je me sens parce que j'ai besoin de. Tu vois, ça ne met plus la culpabilité sur l'autre. Genre, par exemple, il va monter le ton ou il va faire quelque chose. Par exemple, il va faire un peu de bazar et puis nous, ça ne nous plaît pas. Et en fait, au lieu de culpabiliser l'autre, on va pouvoir prendre la responsabilité de nos émotions et de dire bah, je me sens dérangée parce que j'ai besoin d'ordre. Et peut-être que dans ma vie, c'est le désordre partout, et qu'au final, si je mets de l'ordre dans pas mal de choses, ben, ça ira pour moi qu'il y ait 3 chaussettes qui traînent, par exemple. Donc, ça va permettre de ne pas mettre la responsabilité sur l'autre et de prendre la responsabilité de ce qu'on a besoin et de se dire, bah, je me sens parce que j'ai besoin de, ok, donc là, je me sens frustrée parce que j'ai besoin de reconnaissance et c'est pour ça que je réagis comme ça quand cette personne annule son rendez-vous, par exemple. Et au final, c'est pas lié à elle, c'est lié à mes besoins qui sont pas très comblés en ce moment. Donc, plus ils sont comblés, plus tu te sens bien et mieux tu arrives à les combler toi-même,
plus ça va être fluide. Tandis que si tu vois que tu réagis à beaucoup de choses, bah, c'est justement parce que en ce moment, il n'y a pas grand-chose de comblé et donc le moindre truc va te faire réagir et après, tu crois que c'est la faute des autres, mais au final, c'est juste toi qui t'es pas trop écouté, tout ça. Ah oui, mais c'est trop vrai parce que je faisais justement une conférence avec une autre intervenante et elle parlait de s'aimer soi-même. Elle disait que quand tu es dans un couple, il ne faut pas être attaché parce qu'être attaché, c'est comme ça. Donc, tu vas chercher chez l'autre ce que tu n'as pas chez toi. Quand tu es dans une relation comme ça, tu es dans une relation où tu es en attachement, donc tu es presque prisonnier de l'autre parce que l'autre comble les besoins que tu n'es pas capable de combler toi-même. Mais là, dans ce que tu viens de dire là, ce qui est intéressant, c'est apprendre à combler ses propres besoins avant d'aller dans un couple pour que l'autre comble tes besoins. C'est merveilleux, ça. La façon dont tu l'expliques, parce que j'avais pas vu de personne l'expliquer de cette façon-là. Mais c'est vrai, ça, c'est essayer de combler ses propres besoins. Et ce que tu viens de dire aussi avant ça, c'est détecter quel est son besoin aussi. C'est un exercice aussi à faire, ça. Tout à fait. Et en gros, tu combles toi-même tes besoins. Après, l'autre, dans ton couple, par exemple, il est là pour contribuer à combler tes besoins, mais il n'est pas là pour combler tes besoins. Il est juste là pour contribuer en partie à combler tes besoins. Et c'est important de se dire, c'est moi qui comble mes besoins. Et plus je suis à l'écoute de moi, plus je suis bien, je comble mes besoins. Bah, au final, après, je suis détendue avec les gens et tout ça et tout ça. J'en profite pendant que, Annelise, tu es en train d'expliquer un petit peu ton travail. Je voudrais juste que tu prennes un petit peu aussi la température de nos chers auditeurs qui sont là présents et que je salue. J'espère que vous êtes en santé. Et ces auditeurs qui réagissent beaucoup, qui valorisent beaucoup ce que tu fais. Donc, je ne sais pas si tu as pu voir pendant que vous étiez en train de parler tous les deux. Je mettais quelques commentaires de certains de nos auditeurs et puis quelques questions. Une question qui m'est venue là. J'aimerais peut-être qu'on puisse y répondre. Une question d'Adam qui dit « Hypersensibilité vient-elle de notre intériorité ou de sources extérieures de nous-mêmes » Ouais. Alors moi, je pense que ça varie, mais je crois que c'est d'abord cérébral, c'est-à-dire que tu nais comme ça, et puis c'est ta constitution cérébrale qui va faire que tu vas plus être hémisphère droit, et tes sens sont hyper développés, tu peux rien. Le bruit, ça va plus te fatiguer, tu vas sentir plus de choses que les gens. Quand tu goûtes quelque chose, bah, les gens, ils trouvent que c'est bon, toi, tu sens qu'il y a peut-être un petit arrière-goût qui est moins bon. Donc ça commence quand même vraiment en inné, mais après, il y a aussi une hypersensibilité qui peut s'acquérir au fil du temps parce qu'on a vécu des traumas, parce qu'on a vécu certaines choses, ou alors parce qu'on a vécu avec quelqu'un de très sensible. Donc, je dirais que c'est un peu les deux dans le cas de l'hypersensibilité. D'accord. Merci pour ta réponse. Et on a d'autres commentaires qui vont un peu dans ce sens, qui posent la question, est-ce qu'on n'est pas tous des hypersensibles Est-ce que tu dis que ça vient à la naissance? Est-ce qu'on est tous des hypersensibles et qu'on le développe, ou que certains annihilent ça en se bloquant Voilà. Je pense qu'on est tous des êtres humains, on a tous un cœur, et on est plus ou moins connectés à ce cœur et plus ou moins ouverts selon ce qu'on a vécu, selon plein de choses. Et on est tous sensibles, mais l'hypersensibilité, c'est encore différent. Parce qu'on voit bien la différence entre quelqu'un d'hypersensible qui, des fois, n'en peut plus parce qu'il sature, qui va pleurer pour le moindre truc, et quelqu'un de sensible qui va pouvoir vivre un travail tranquillement, ça ira, il sera pas trop perturbé, quand une collègue lui fait une remarque, ça va, tu vois, alors que quelqu'un d'hypersensible, ça peut vite dégénérer en pleurs, en crise. Donc, je crois qu'il y a des différences quand même, parce qu'on est des êtres humains différents, et heureusement qu'il y a des différences. Et si on était tous hypersensibles, on serait bien embêtés pour tous les métiers, comme je disais la dernière fois, comme pompiers, médecins, qui peuvent être difficiles pour les hypersensibles de voir comment sang. Enfin, moi, je sais que je peux faire, tu vois, du secourisme, mais c'est vrai qu'après, j'ai le choc, quoi. Après, je pleure, ça sorte, quoi, tu vois. Je devais pleurer à chaque intervention. On serait mal. Et là, ça serait un petit peu difficile, en effet. Alors, je vois très bien ce que tu veux dire. On a Sandrine qui nous dit qu'elle ne voit pas tous les messages du chat. De toute façon, toutes les informations qu'on va vous donner dans le déroulé du chat, elles seront dans le descriptif YouTube, à savoir, bien évidemment, tous les liens qui vont vous permettre de vous connecter avec Annelise Robert, que ce soit dans le cadre de la chaîne, puisque, comme je vous ai dit, il y a déjà eu énormément de rendez-vous, donc 3 rendez-vous Vibra, et puis surtout, tu proposes aussi ton aide, ton accompagnement à différents niveaux avec des régulations
régulation émotionnelle avec un travail vraiment posé à travers la voix. Donc, tu travailles au téléphone, tu travailles en visio, etc., etc. Donc, tu prends des rendez-vous. Donc, on va vous laisser la possibilité de vous connecter avec Annelise Robert de ce côté-là. Et puis, on mettra également ta chaîne YouTube où tu agrémentes très régulièrement de petites vidéos et de petites choses intéressantes qui peuvent aider, accompagner nos chers auditeurs. Béatrice nous dit, juste pour reprendre un petit peu, alors, je crois que d'après mes expériences, nous sommes tous et toutes des hypersensibles à notre façon. Alors, peut-être expliquer, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que si Béatrice, tu perçois ça, ben, c'est ta perception et c'est très bien. Moi, j'ai remarqué vraiment la différence entre certaines personnes et d'autres. Et j'ai remarqué, quand j'ai compris que j'étais hypersensible, je me suis rendu compte que mes amis étaient hypersensibles. Donc, sans le vouloir, j'étais entourée d'hypersensibles. Donc, je pourrais me dire, il n'y a que ça. Mais au final, c'est pas qu'il y a que ça, c'est juste que j'ai attiré ces personnes-là qui me ressemblent. Voilà. Très bien, merci. Michel, est-ce que tu avais une question concernant tout ce domaine qui nous enrichit maintenant sur la chaîne, tout ce qui permet à Annelise Robert aujourd'hui d'accompagner les personnes qui en ont besoin. Et puis je pense qu'à mon avis, à différents moments de notre vie, on peut être amené à faire ces régulations émotionnelles, à faire ces déprogrammations au-delà des chocs ou des choses qu'on puisse vivre. On a aussi les blessures de l'âme. Est-ce que tu travailles sur ça? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu travailles avec Oui, vas-y, Michel. Oui. Avant toute chose, je voulais juste répondre à la personne qui disait ne pas voir tous les commentaires. Là. Sachez qu'actuellement, c'est diffusé sur YouTube et Facebook en même temps. Donc, les gens de Facebook voient les commentaires de Facebook, les gens de YouTube voient les commentaires de YouTube. Et c'est pour ça qu'on les affiche à l'écran. Donc, les questions les plus pertinentes, on va tous les afficher à l'écran. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir tout ce qui se passe sur le chat. Ça, c'est possible quand il n'y a pas trop de monde. C'est sûr que s'il y a 1 million de commentaires, on ne peut pas le faire. J'ai déjà eu des conférences comme ça. Mais pour l'instant, on affiche toutes les questions sur le chat. Donc, on fait de notre mieux pour cela. Et sachez que dans les prochains temps, on va intégrer une nouvelle technologie sur SGC. Et il va y avoir justement un endroit où tout le monde va pouvoir se réunir pour poser des questions au même endroit. Mais c'est sûr qu'on va toujours laisser la liberté aux gens de nous écouter sur YouTube ou Facebook. Mais il y aura aussi un autre endroit où les gens pourront chatter et voir tout ce qui se passe sur le chat. Pour l'hypersensibilité, oui, ça c'est justement, comme je te disais tout à l'heure, Annelise, la plupart des gens qui sont sur les intervenants sur SGC sont hypersensibles, ça se voit, les gens, ils ressentent. Et ce qu'on voit aussi, c'est les auditeurs, parce que moi, souvent, j'ai eu des intervenants et des auditeurs nous disaient ressentir juste en voyant la personne arriver, les gens la ressentaient. On sait qu'il n'y a pas vraiment de distance dans le monde quantique. Alors, il y a des gens, des fois, qui font de la musique, comme avec Marie-Josée Robichaud. Les gens sentent la musique à travers l'écran. Les gens vibrent. Et on voit qu'il y a l'hypersensibilité. Il y a une personne tout à l'heure qui disait « tout le monde est hypersensible ». Je pense que oui. Mais je pense que l'hypersensibilité peut, durant les années, dans des familles où ça a été dur, ou dans des cours d'école où les gens se sont fait rire d'eux, où il y a eu de l'intimidation. Et je pense qu'il y a des gens qui se créent des armures. Et c'est là que l'hypersensibilité disparaît, je pense, Annelise. Est-ce que j'ai raison? Alors, en fait, j'avais lu qu'on naissait tous autistes. Tu vois, on naissait tous avec tout ouvert, donc l'hypersensibilité. Et qu'après, la plupart des enfants, ça va se fermer. Tandis que certains, ça va rester. Donc voilà, il y a des théories différentes. Il y en a qui disent c'est 15% de la population, d'autres, voilà. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je vais dans des équipes de travail, souvent, il y a 1 ou 2 personnes comme moi et les autres, ils pensent plutôt de façon linéaire, ils sont plutôt très terre-à-terre, ils s'embêtent pas trop du ton de la voix, des mots employés, enfin de pas mal de choses que les hypersensibles, ils sont hypersensibles à ça. Donc voilà, je crois qu'on peut voir les choses comme on a envie, c'est ça qui est bien, et puis restons ouverts. Génial. Vas-y. Non, mais je sais que tu voulais y aller. Vas-y, tu voulais poser une question. Je t'ai coupé. Vas-y. Non, mais c'est que, comme tu dis,
je pense que les gens sont formatés à la longue. Les gens deviennent formatés et c'est ce qui est de valeur un peu dans nos sociétés occidentales. Je ne sais pas si on est moins hypersensible que chez les Chinois ou les Japonais ou les Taïwanais. Mais je sais que nous, on est très formatés dès la jeune âge avec le réseau scolaire, avec tout le monde fait la même chose, tout le monde étudie la même affaire. Donc, je ne sais pas si c'est ça, mais bon, c'est comme si c'était comme si tout le monde devait être pareil. Et quand arrive quelqu'un qui a gardé son hypersensibilité, ben là, on est surpris. On se dit, voyons, pourquoi si je monte le ton elle tremble ou il tremble, tu sais. Donc, les gens sont tellement formatés qu'ils se disent que c'est pas naturel. Et là, les gens hypersensibles, ensuite, se sentent presque coupables d'être hypersensibles. C'est un peu le problème là, qui arrive, je pense. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Annelise? Ben, ouais, je pense qu'on est très formatés, ça c'est sûr. Mais tu vois, j'ai quand même comparé des fois avec des amis, avec mes frères et tout ça, et je leur disais, est-ce que toi, tu penses en continu? Est-ce que tu as toujours des pensées? Et mon grand frère, il me disait, ah non, moi, des fois, j'ai pas de pensée, c'est tranquille, il n'y a rien dans ma tête. Et moi, je lui disais, mais moi, ça ne s'arrête jamais. J'ai des listes interminables de trucs parce que mon mental, il s'arrête jamais. Et puis après, je regarde aussi comment je vais saturer. Les gens, ils sont dans les supermarchés, ils trouvent ça normal, ils vont passer 8 heures. Après, ils seront trop contents. Moi, à la fin d'une journée de 8 heures, il suffit d'un truc pour que je me mette à pleurer, par exemple, parce que justement, je suis hypersensible et ça sature. Donc, j'ai vu vraiment des différences comme ça. Et je trouve que c'est important que je puisse accompagner les hypersensibles pour qu'ils puissent voir leurs différences et se dire, OK, je suis normale dans cette, même si je suis une minorité dans cette majorité de gens, et je vais trouver des solutions pour vivre mieux, pour vivre avec cette hypersensibilité et adorer qui je suis et voir que c'est une force et me dire, waouh, en fait, c'est magnifique d'avoir un cœur ouvert comme ça qui vibre à tout, et etc. Donc voilà, je dirais que j'ai des clients différents et certains sont plus sensibles ou paraissent plus sensibles que d'autres. Mais voilà, c'est à peu près ça. OK. Et je voulais te demander aussi, parce que vu que tu connais bien le domaine, on dit HPI, HPE, mais c'est pas hypersensible émotionnel, c'est haut potentiel. Pourquoi que l'hypersensible est transformé en haut potentiel? Tu as sûrement cette réponse, toi. Ouais, en fait, dans le haut potentiel, il y a le facteur hypersensible. Ça fait partie des critères des hauts potentiels, le fait d'être hypersensible. Mais par contre, quand tu es hypersensible, tu peux ne pas être haut potentiel. Tu vois, ça va pas dans les deux sens. C'est un critère des hauts potentiels, c'est l'hypersensibilité. Et comme l'hypersensibilité, c'est un terme plus vaste, ben, les gens, ils comprennent mieux qu'on va parler de sensibilité. Tandis que si tu parles d'haut potentiel, les gens, des fois, ils savent pas ce que c'est. Donc, je dirais que c'est un terme un peu générique qui comprend les hauts potentiels dans les hypersensibles. OK. Bon, je comprends bien. Merci, Annelise. Vas-y, Sana. Oui, moi j'avais une remarque là dans le chat qui est très intéressante. J'aimerais que peut-être on parle là-dessus. Béatrice nous dit c'est du conditionnement sociétal, transgénérationnel et générationnel. Ça voudrait dire que on se conditionne en fait à ne pas être sensible, à rester dans le cadre. Si j'ai bien compris, hein, Béatrice. Hein. Et je trouve que ça c'est intéressant. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce côté-là? Ouais, je pense que l'école, elle nous conditionne à fond parce qu'elle nous met des notes, elle nous met dans des cases, elle nous dit de nous asseoir et de ne pas bouger alors qu'on a besoin de bouger, on est des enfants et tout, quand on est petit. Donc au final, on nous dit, bah, si tu fais ce que je veux, c'est bien, si tu fais pas ce que je veux, ça n'ira pas. Et il y a vraiment des normes à atteindre et tu es évalué sur ton attitude et comment tu travailles. Donc il y a ça. Donc déjà, tu résistes plus ou moins bien à l'école en fonction de ta capacité à être docile à ce que tu vis chez toi. Est-ce que chez toi, tu as déjà l'habitude d'être complètement commandé ou est-ce que tu as de la liberté, tu vois? Donc ça va dépendre. Et ensuite, tu sors de là et puis là, tu comprends qu'il va falloir faire un travail. Et puis quand tu démarres le travail, tu vois que c'est très cadré, c'est très règle, c'est très soit à l'heure. Et en gros, si tu dépasses un peu, bah, tu peux te faire virer. Et donc, les gens vont rentrer plus ou moins là-dedans. Mais j'ai vraiment remarqué qu'il y a des gens, c'est OK, ça les cadre, ça leur plaît, et ils remettent pas ça en cause, ça leur va. Et puis il y en a d'autres, ça leur va pas du tout, ils se sentent pas libres et ils ont besoin de sortir du cadre et de faire autre chose et d'inventer. Donc je pense que ce qui est cool, c'est qu'on ait tous ces esprits différents,
des inventeurs et des personnes qui aiment le cadre et qui aiment respecter les règles parce qu'on en a besoin, parce que si on était tous des inventeurs et on fait ce qu'on veut comme les hypersensibles aiment faire, la société, ça serait une catastrophe. Tu vois, dans la rue, les gens feraient ce qu'ils veulent, la conduite, t'arrives à la poste, ah ben non, moi je bronze, c'est fermé, reviens à 11h30. Tu vois, donc je pense qu'il faut de tout dans ce monde pour que ça soit cool. Mais en tout cas, les hypersensibles en général ont pas mal de mal à tenir un job salarié. Ils commencent là-dedans et puis au bout d'un moment, ils sentent que leurs ailes sont coupées, leurs valeurs sont pas respectées et la liberté hurle à la porte. Donc voilà. Ah oui, ça, je le comprends. Je le comprends. C'est souvent les hypersensibles, comme tu dis, sont pas capables de rester dans le même emploi. Ou moi, j'en ai vu de mes employés là. Où ils vont trouver une façon de travailler, mais pas au bureau, ou travailler le soir, ou travailler la nuit. Souvent, les hypersensibles, j'ai remarqué, ils travaillent la nuit aussi. C'est assez spécial. Ils aiment bien être dans le calme. Puis moi aussi, j'étais comme ça quand j'étais plus jeune. Là, c'est sûr que je travaille moins la nuit. Mais oui. Alors, comment tu dis, Sana? Mais tu travailles toujours autant, Michel. Ah oui, là, je travaille un peu trop, mais là, il faut que je prenne plus de vacances, je pense. Ah oui, dans tous les cas, nous, on est toujours ravis de pouvoir discuter avec toi sur la chaîne. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit, Annelise. Tu as parlé de création. Alors, on aimerait en savoir aussi un petit peu plus sur toi. Tu es aussi artiste. Tu peins, tu fais tout ce qui est de l'art décoratif. Tu vas peut-être nous en parler un peu. Je crois qu'il y a quelque chose en toile de fond derrière, qui est, je crois, une œuvre que tu as créée. Tu peux nous parler un peu de ça aussi? Ouais, tout à fait. En fait, ça, c'est le phénix, tu vois, c'est un feu et le phénix, il renaît de ses cendres. Il y a un grand, grand feu, mais là, on ne le voit pas trop. Donc, c'est l'idée de la renaissance, de la résilience, de tout ça. Et sinon, je fais aussi des toiles que je vends. Donc, c'est des toiles de développement personnel, par exemple, avec marqué tendresse. Le bonheur, c'est maintenant. Tu vois, cette phrase, par exemple, le bonheur, c'est maintenant, c'est hyper fort parce que tu as ça chez toi. Tu vois ça toute la journée. Et tu peux que te dire, bah, c'est pas quand j'aurai ça, quand j'aurai fait ça, quand j'aurai ce chéri, cette chérie, quand je ferai ça aussi, ou ce travail. En gros, c'est maintenant. Donc, ça te remet aussi face à ce que tu veux vraiment, ou l'instant présent, genre l'instant présent pour te remettre dedans. Je fais des toiles comme ça et des fois, les gens, ils craquent dessus et ils disent, ah, ça, je le veux. J'ai besoin de ça dans mon salon ou je veux l'offrir à une amie, ça va trop l'aider. Donc, c'est un peu des toiles comme ça que je fais. Donc, c'est abstrait et tout ça. Et sinon, je fais aussi de la musique. J'ai fait beaucoup de violon et puis maintenant, je fais de l'accordéon diatonique. Donc, de l'impro et tout. Je fais danser les gens. Ça me fait vraiment vibrer comme la personne qui disait tout à l'heure que la musique, ça la porte. Mais moi, j'ai l'impression que quand je joue, en fait, ça vibre dans mon cœur et ça s'expanse un peu. Tu vois, ça va comme me remettre bien, me détendre et tout. Et en général, j'en joue aussi pour d'autres. Et il y a des gens que ça touche. Ils aiment beaucoup le son de l'accordéon et voilà, c'est des vibrations. Donc, c'est comme les vibras, quoi, tu vois, ça. C'est comme les vibra-conférences, tout à fait. Ça veut dire que tu apporteras cette patte-là aussi dans le cadre des vibra-conférences aussi. Michel, tu voulais dire quelque chose? Ah ben, je voulais rebondir sur ce que quelqu'un a dit ici. Là, c'était attention de ne pas confondre l'hypersensibilité avec les blessures de l'enfant intérieur. Ah oui. Parce que tout à l'heure, Sanat parlait de blessures de l'âme. Oui, alors ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Et on travaille beaucoup sur LGC, sur ces fameuses blessures, parce que c'est très important d'aller les voir, de les enlever, d'enlever ça dans notre schéma informationnel. Tu sais. Et je pense que, Anneli, tu travailles un peu là-dessus, c'est ce que disait Sana, c'est ça? Oui, tout à fait. Les blessures, ouais. Les 5 blessures, je travaille dessus et c'est sûr que même quand tu n'es pas hypersensible, les blessures, tu les as. Et comme Lise Bourbeau, elle expliquait, tu les as dans le corps. C'est-à-dire que quand tu regardes une personne, sa morphologie, tu peux vraiment observer quelles sont les blessures dominantes en fonction de la corpulence, la taille des yeux, la façon de se tenir, comment les épaules tombent ou pas. Si par exemple la personne est très musclée, ça peut être par exemple la blessure de trahison avec le masque du contrôlant. Donc la personne, elle contrôle, donc là, il faut qu'elle soit bien musclée parce que attention, je ne veux plus être trahie. Après, il y a le dépendant, il va avoir les épaules très tombantes, tu vois, genre, c'est un physique assez tombant. Le rigide, il est rigide, il est tout mince, tout ça. L'humiliation, c'est plus des gens très, très ronds
qui ont le masque du masochiste. Donc, je regarde en fait. Je regarde mes clients et puis je regarde quelles blessures ils ont. Puis en général, c'est eux qui me disent j'ai peur d'être rejeté, c'est ma pire peur, ou j'ai une blessure d'abandon, la dépendance affective et tout et tout. Mais donc voilà, c'est sûr que ça, je travaille dessus en regardant les corps. Et en visio, je regarde aussi comme là maintenant, par exemple. Ah, ok, c'est bien ça de détecter ça par la forme du corps. C'est vrai que hein, c'est parce que même ma fille, ces temps-ci, elle se promène plus comme ça. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Mais là, elle est adolescente, tu sais, mais on voit que les enfants même ont eu des blessures quand même dans leur jeunesse et puis ils commencent déjà à traîner les blessures. Et il y a des gens qui traînent ça des années, des années et des années. C'est pour ça que c'est important de régler ces blessures-là assez rapidement. Mais il y a beaucoup de parents qui ne savent pas c'est quoi, premièrement, des blessures de l'enfance. Et c'est important, justement, d'informer la population sur ces blessures-là. C'est tellement important. Moi, j'ai vu des gens porter des blessures comme ça, mais 20 ans, 25 ans, 30 ans. Même, ils portent ça jusqu'à leur mort. Et c'est tellement important de pouvoir rencontrer quelqu'un qui peut traiter leurs blessures. C'est d'une importance vitale. Ouais. Même en Démoca, on travaille aussi sur l'enfant intérieur. Là, on a fait la fin de la formation et c'est vraiment sur l'enfant intérieur. Donc là, on va parler à cet enfant blessé et le renouer avec lui et le réintégrer à l'intérieur de nous. Tu vois, pour que quand ta blessure, elle s'exprime, ben, tu saches, est-ce que tu as 4 ans là, est-ce que tu as 8 ans? Parfois, tu n'es pas l'adulte maintenant. Tu es dans ta blessure d'enfant et c'est ton enfant intérieur qui hurle. Donc, si tu as fait la paix avec ton enfant intérieur et tu le berces et tu es là pour lui et tu le défends et tu seras toujours là, et ben à ce moment-là, tu as comme réintégré toutes les parts de toi, ce qui fait que l'enfant intérieur, il va arrêter de hurler et il va arrêter de réagir comme un enfant blessé. Ça, c'est un travail que je fais avec les gens. Ah, ok, ah, c'est bien ça. Et est-ce qu'il faut le revivre, cette blessure-là? Est-ce qu'il faut la revivre pour la guérir ou pas vraiment? Alors, en Démoca, oui. Mais en régulation émotionnelle, pas besoin. On passe par les sensations physiques, donc c'est plus facile. Mais en Démoca, on va retraverser des émotions difficiles pour pouvoir vraiment guérir cet enfant intérieur et ça va demander plusieurs séances. Mais en tout cas, on va aller le contacter. Donc des fois, je suis au téléphone avec quelqu'un, la personne elle a 44 ans et en fait, je suis au téléphone avec quelqu'un qui a 8 ans et qui est en train de pleurer sa douleur d'enfant parce que son frère l'a toujours maltraité et que sa mère ne prenait jamais sa défense. Et je suis avec un enfant de 8 ans et je suis en train de lui dire, c'est normal ce que tu ressens, tu as le droit de te sentir comme ça, c'est injuste ce que tu as vécu, tu as été une victime à ce moment-là, ton frère il a eu un comportement de manipulation et maintenant tu as le droit de retrouver toute ta force et c'est normal, quoi. C'est pas quelque chose de pas bon. Et puis, on va cicatriser ça et je donne en fait la place pour que la personne elle puisse être victime un temps à cet âge-là pour que justement elle soit plus victime maintenant à l'âge adulte en reproduisant tout le temps les mêmes situations d'attirer des personnes qui la respectent pas comme son frère parce que c'est pas réglé. Donc, je me retrouve à traiter des enfants intérieurs à l'intérieur d'adultes. C'est fort. Et je reviens sur ce que tu viens de dire, c'est pas réglé. Donc, les gens revivent ils vivent leur blessure intérieure, leur blessure d'enfance, parce que c'est pas réglé. Et la DMOK, c'est comment tu nommes ça, là? La DMOK, ça permet justement d'aller régler ça. C'est ça. Tout à fait. Une fois que c'est réglé, la personne passe à une autre blessure, j'imagine. Celle-là, on l'a enlevée. Là, c'est un autre qui va apparaître. C'est ça. Mais est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui n'ont plus aucune blessure? Des fois, je me le demande. Est-ce que ça arrive qu'on peut se débarrasser de toutes ces blessures? Ben, en tout cas, à mon avis, elles peuvent être beaucoup moins fortes. Donc, ça va être moins douloureux. Puis, par exemple, on va dire, OK, là, ça résonne sur cette blessure-là. C'est ma blessure de rejet. Voilà, j'ai peur d'être rejetée ou j'ai peur de ne pas être assez aimée. Mais tu vois, ça ne va pas partir en crise. Ça ne va pas partir en gros truc. Ça va être juste, OK, j'entends. C'est cette petite réminiscence qui est là. Mais ça ne veut pas dire que c'est énorme. Ça ne prend pas les mêmes proportions. Après, Lise Bourbeau, elle disait qu'on les aura toute notre vie. Mais que quand elles arrivent, on peut accueillir. On dit, OK, je suis un être humain. J'ai ça, je ressens ça. Et tu vois, cette acceptation, c'est aussi de la communication non violente. Accepter où on en est, se dire, j'en suis là, c'est OK pour moi, j'accepte, je ressens ça,
c'est pas facile. Et ben rien que ça peut faire la différence que dans 5 minutes, tu es en train de rire et ta blessure, elle est loin. Parce que c'est qu'une part de toi, c'est pas tout toi. C'est juste un petit morceau qui est en train de s'exprimer à ce moment-là. OK. Je vois ici, Sana, que tu as fait apparaître une bonne question, là. Oui, Sandrine qui disait, oui, Annelise, il faut accepter, elles nous font grandir, il faut les accepter dans un premier temps, les accueillir. Et bien évidemment, j'avais aussi Sandrine qui postait un peu plus haut, qui nous disait, beaucoup confondent sensibilité avec hypersensibilité, voire une faiblesse, alors que non. Oui, on revient encore sur le thème de l'hypersensibilité. Et comme quoi, bien évidemment, pour reprendre ce que disait Béatrice, hypersensibilité ne va pas avec forcément blessure de l'enfant, bien évidemment, intérieure. Mais très souvent, on se rend compte que, voilà, il y a aussi des liens. Et on met très souvent derrière hypersensibilité une forme de faiblesse qui n'en est pas. Tu pourrais peut-être nous en parler aussi, Annelise ? Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'on croit que c'est une faiblesse parce que c'est pas facile de vivre avec. À la base, tu te sens différent, tu te dis mais pourquoi je suis comme ça? C'est quoi mon problème, franchement? Pourquoi j'ai pas une bande d'amis géante, que je me réjouis de ce que les gens se réjouissent, que je suis genre facilement heureuse, tu vois, des choses où tu te dis mais qu'est-ce que j'ai? Les gens ils aiment ça et moi c'est trop pour moi, ça me fait réagir. Donc il y a besoin de faire la paix avec soi-même, de revenir à l'intérieur et de comprendre que ce fonctionnement cérébral c'est neurologique et puis c'est beau, c'est nous, on est unique et on n'est pas mal, c'est juste qu'on est différent. Et à partir du moment où tu t'acceptes dans ta différence et que tu vois que c'est juste une force immense qui va te permettre plein de choses, et ben c'est plus une faiblesse et toi-même tu le perçois pas comme ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui boivent trop, qui fument trop, qui tombent dans la drogue ou dans pas mal de problèmes. Mais c'est ça, les addictions, c'est trop douloureux. C'est soit tu t'affrontes le truc, soit tu prends des anesthésiants pour calmer cette sensibilité à fleur de peau qui fait que tu réagis comme du cristal tout le temps. Et moi, je sais que la régulation émotionnelle, ce que je fais avec mes clients, je l'ai fait pour moi, parce qu'avant, je réagissais vraiment beaucoup comme du cristal. Et maintenant, il y a beaucoup moins de choses qui me font réagir. Et même si quelqu'un me regarde de travers, je ne vais pas être en réaction émotionnelle à tout bout de champ. Donc, je suis reposée. Mais avant, j'en pouvais plus. Moi, je sortais dans la rue. Quand on me demandait de signer pour une association, le mec, il commençait à me culpabiliser. Je me sentais trop mal. La boulangère était mal lunée. Je me sentais trop mal parce qu'elle me parlait pas gentiment. Il y a tout qui réagissait. Donc, c'était des vagues émotionnelles. Donc, voilà, je pense qu'il y a la paix à faire avec soi-même, l'acceptation de qui on est, comprendre que c'est une minorité parce qu'au final, oui, nous, on est entouré d'hypersensibles, on en voit beaucoup. Mais dans le travail classique, moi, j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup et j'étais quand même une minorité, la personne bizarre de l'équipe, et en même temps qui leur plaît parce que j'amène des trucs de fou et ils s'amusent trop avec moi, mais en même temps qui vient appuyer là où des fois où ça fait mal, qui veut sortir les gens du cadre, qui essaye tout le temps de sortir des règles. Donc c'est bien, ça amène des choses dans une équipe, mais au bout d'un moment, l'hypersensible, il étouffe parce qu'il est trop serré dans le cadre, ça lui va pas. Merci Annelise pour ces précisions. Et justement, Sandrine voulait rentrer sur un cas particulier. Elle précise, j'ai un enfant adulte à la maison, lol. Parfois, il semble se réveiller, ensuite il replonge. Donc ça, c'était pour reparler du fait que parfois, ça peut se déclencher et puis ne plus réapparaître. Et puis ensuite, et puis parfois, ça revient. Donc, comment tu fais quand tu as des personnes comme ça qui n'arrivent pas à régler ces blessures-là ou autres, et qui ont besoin de temps comme ça, qui replongent après un certain temps. Tu en as des personnes comme ça que tu accompagnes? Oui, tout à fait, j'en ai. L'idée, c'est où est-ce qu'elle en est, la personne? Est-ce qu'elle a envie vraiment de se prendre en main? Parce que ça va demander un investissement, qu'elle soit à l'heure au rendez-vous, qu'elle s'engage, qu'elle pose des gestes, parce qu'entre les séances, il se passe plein de trucs aussi. Et en général, ces personnes-là, elles vont faire des remontées comme ça, tu vois, ça va remonter. Ça va aller de plus en plus parce que moi, je travaille sur des capacités naturelles. Donc, chacun a la capacité d'aller mieux grâce à la DEMOCA, la régulation émotionnelle. C'est des outils qui utilisent des capacités du corps, qui sont de remettre un souvenir traumatique dans un endroit où il est neutre dans le cerveau. Donc, quand tu y repenses, tu peux dire, j'ai vécu une agression il y a 5 ans, mais ça ne te fait rien. Émotionnellement, c'est neutre. Donc, tu vois, ça fait plus mal. Ou alors, avec la régulation émotionnelle, c'est genre, bon, maintenant, j'ai plus peur des chiens, je suis prête à m'acheter un chien. Donc, le problème, il est réglé. Et ça, c'est une capacité naturelle du corps. Donc, moi, j'active, je permets que ça agisse. Et ce qui fait que donc, la personne, elle va aller de mieux en mieux. Alors, oui, des fois, ça replonge. Et j'ai une amie thérapeute qui s'appelle Danae qui me dit c'est un tourbillon montant. Donc, en gros, tu
tu vois, regarde là, je redescends un peu, mais je monte. Donc, c'est des spirales qui montent. Ça redescend un peu, mais ça monte. Voilà. Reculer pour monter. Après, il y a des gens qui ont aussi besoin de toucher le fond pour remonter. Et là, tu peux essayer de les aider. Et si ça ne vient pas d'elles, tu vas t'épuiser. C'est là où on tombe dans les rôles de sauveuse et tout. Tu vas t'épuiser parce qu'en fait, ces personnes-là, elles n'ont pas atteint leurs limites. Tes limites sont atteintes, mais pas les leurs. Et à ce moment-là, ça ne sert à rien. Il faut lâcher prise, laisser la personne se retrouver avec elle-même, qu'elle n'ait plus de sauveurs autour d'elle, tu vois, qui prennent en main sa vie. Et à ce moment-là, elle va toucher le fond, bien comme il faut. Et son élan vital va faire qu'elle va rebondir. Ah oui, c'est ça. C'est bien dit, ça. Il y a des gens comme ça que j'ai vus, mais qui n'avaient rien à faire. Et ils ont justement touché le fond. Et rendu au fond, il y en a certains qui sont restés dans le fond, mais la plupart, ils rebondissent. Comme tu dis, les gens rebondissent, là. Sinon, il y a vraiment des gens qui vont toucher le fond et qui vont rester dans le fond. C'est des gens qui sont dans la rue, là, on ne sait pas trop pourquoi, ils vont décider qu'ils vont aller coucher dans la rue. Ils vont se prendre une petite tente, là, puis ils vont coucher même juste avec une couverte. J'ai vu ça à Montréal à moins 20 degrés Celsius, des gens couchés dans la rue. Et donc, ces gens-là ne réussissent plus à se relever du tout. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'en fait, j'ai grandi dans une association qui s'appelle ATD Quart Monde et on travaille avec les personnes qui vivent à la rue, qui sont dans la grande misère. Et l'idée, c'est vraiment de valoriser leurs forces, tout leur potentiel. Et donc, ma mère, elle fait de l'art avec eux et tout, pour qu'ils retrouvent la confiance en eux. Parce que justement, ce que j'avais lu dans un livre, et ça s'est vu aussi dans l'association, c'est que ces personnes-là, elles ont une estime d'eux à 0. Donc, tu vois, et imagine si tu as une estime de toi à 0, tu ne vaux rien. Donc, tu ne vaux pas un appart. Et en général, elles vivent des ruptures consécutives. Tu vois, des ruptures qui s'enchaînent. Par exemple, elles vont être quittées par leur conjoint, leur conjointe. Ensuite, elles vont être virées du travail. Ensuite, elles vont commencer à plus pouvoir payer. Ensuite, elles vont commencer à vivre un peu dans la rue. Ensuite, elles vont perdre leur appart. À ce moment-là, elles vont vivre à la rue un peu plus longtemps. Ensuite, elles vont commencer à se dégrader physiquement. Ensuite, il y a les dents qui tombent. Vraiment, l'apparence, tu vois, qui descend. Aucune estime de soi. La personne, elle va commencer à boire parce que dans la rue, si tu bois pas, c'est très difficile de tenir. Et ensuite, c'est plus possible de retourner voir tes proches parce que tu as honte. Tu as honte de ton état physique, tu as honte de ton état psychique. Et à ce moment-là, la personne, quand tu lui dis « mais moi, je peux t'aider à avoir le RSA, je peux t'aider à trouver un appartement et tout », vu qu'elle n'a aucune estime d'elle, elle n'est pas soutenue par ses proches puisque c'est des ruptures sociales qui font qu'elle tombe à la rue, c'est des ruptures humaines en fait. Et bien à ce moment-là, c'est très difficile pour elle de se dire « non mais moi, j'ai de la valeur d'aller dans un appart ». Ben non, puisque moi, mes proches, ils savent plus où je suis, j'ose plus les contacter et moi, je n'ai aucune valeur. Et donc, ça va être des remontées pour retrouver de la valeur et c'est un long travail. Cette dignité humaine, tu vois, qui est tombée au plus bas où la personne se dit, mais en fait, je vaux rien. C'est ça. Mais c'est fort ce que tu viens de dire, c'est vrai, c'est justement ce qui se passe. Moi-même, je me suis tout le temps demandé un peu pourquoi les gens en finissent par arriver là. Et il y a un mot que tu viens de dire qui est très important parce que c'est un peu contraire à ce qu'on dit des fois, mais l'estime de soi. Tu sais, l'estime de soi, c'est important, l'estime de soi. Je voyais justement l'autre fois le fameux Didier Raoult là, qui disait ben, « moi, ça me donne de l'estime. » J'étais là, mais c'est quoi? Il est dans l'ego? Est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est pas de l'ego? Parce qu'on dit souvent en spiritualité, l'ego, c'est pas bon. Mais est-ce que l'estime de soi, c'est de l'ego, Annelise? Voilà la question. Ouais. Très bonne question. Je pense que l'estime de soi, c'est vital pour chacun et l'ego aussi. Et pour moi, il y a un ego qui est pas sain et il y a un ego qui est sain. Parce que si tu n'as pas d'ego, eh ben, tu prends pas soin de toi, tu prends pas soin de tes besoins comme on discutait avant. Et donc, tu te fais passer en dernier et tu fais passer les autres avant toi. Alors, tu fais tout pour les autres et puis au bout d'un moment, tu craques. Et tu craques fort. T'envoies tout le monde péter, tu fais une grosse dépression, un burn-out. Parce que tu n'as pas respecté ton intériorité et le fait que tu dois passer avant les autres parce que tu es la personne la plus importante au monde. Après, il y a les autres derrière toi. Mais d'abord, en gros, comme dans l'avion, tu prends le masque à oxygène et après, tu le mets à ton enfant et à ta conjointe, etc. Mais sinon, tu peux pas le faire. Donc, parce que tu peux plus respirer. Tu vois, donc je crois que l'ego, c'est vraiment important. Et après, il y a l'égoïsme et la personne égotique
qui va couper la parole, qui va penser qu'à elle, qui veut briller. Et ça, on le sent énergétiquement, on sent qu'il y a un problème. Donc, je ferai la différence entre ces deux choses. Est-ce que ça serait pas un excès d'estime? Tout à fait. L'égoïsme. Ouais, et puis c'est l'inverse en fait. L'égoïsme, pour moi, l'ego surdimensionné, c'est un manque d'estime de soi. C'est un manque de confiance en soi. Donc, comme je n'ai pas confiance en moi, il faut que je fasse trop, il faut que j'écrase les autres pour pomper de l'énergie. Et puis, parce que j'ai tellement pas confiance en moi que je vais faire ça pour me donner un petit peu, regardez comme moi je suis fort et tout. Parce qu'en fait, j'ai pas confiance en moi. Parce que quand tu as confiance en toi, tu n'écrases pas les autres. Tu es tranquille, tu es posé. À mon avis. Ah, c'est bien ça, tu vois, là, j'apprends beaucoup dans cette conférence. Alors, c'est bien d'avoir de l'estime, d'avoir toujours de plus en plus d'estime de soi, parce que ça va nous permettre justement d'être moins égoïstes. C'est ça, hein? Ouais, c'est exactement ça. Et en gros, plus tu vas te respecter, plus tu vas te faire passer avant en écoutant tes besoins et en les nourrissant, plus tu vas être tranquille et zen et plus tu pourras contribuer à nourrir les besoins des autres. Donc, tu vois, c'est l'inverse. En fait, c'est le fait de prendre soin de toi, ça va faire que tes besoins, ils sont bien et tout. Et là, tu peux entendre le besoin de l'autre et y répondre. OK. Et ceux qui ne sont pas capables, ou peut-être qu'ils ne le comprennent pas, comment faire pour faire en sorte que tous nos besoins soient, qu'on puisse se donner tout ce qu'on a besoin? Comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin déjà? Et il faut analyser. Il y a une période d'analyse, j'imagine, parce que si tu vas chercher chez l'autre ce que tu as besoin, c'est que tu n'as pas analysé ce que tu avais vraiment besoin. Ou c'est plus facile aller le chercher chez l'autre. Pourquoi? Ouais. En gros, il y a des besoins vitaux et fondamentaux. On a tous les mêmes besoins parce qu'on est des êtres humains. C'est comme la pyramide de Maslow, il y a les besoins, j'ai besoin d'un abri, j'ai besoin de manger, puis après j'ai besoin de relations sociales, j'ai besoin de spiritualité et tout ça. Donc on a tous les mêmes besoins, donc on peut regarder la liste des besoins et regarder, ben moi en ce moment j'ai plus besoin de reconnaissance, j'ai plus besoin de douceur dans ma vie et te l'apporter à toi par 1000 stratégies. Alors un ami, ça peut être une stratégie, dans ton couple, ça peut être une stratégie. Donc tu utilises plein de stratégies pour nourrir tes besoins, mais l'idée c'est de pas plaquer sur une personne le nourrissement de ton besoin. Et comme en couple, on apprend que l'autre, sur son cheval, va répondre à tout et ça va être mon chevalier servant, ma chevalière servante et tout, et ben en gros, on croit que ça va être lui. Et donc, en couple, on peut avoir tendance à tout projeter sur l'autre en disant c'est à lui de m'amener ça, 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 ça. Mais en fait, non, mon besoin par exemple, qu'on reconnaisse ma beauté, dans mon couple, la personne peut me l'amener, mais je peux aussi le vivre en faisant de la peinture, je peux aussi le vivre en faisant de la photographie, tu vois. L'idée, c'est d'étaler tes stratégies pour nourrir tes besoins, pour éviter de les plaquer sur une personne et pour te donner de l'autonomie. Et commencer par toi les nourrir et ensuite voir si l'autre est d'accord de contribuer à nourrir ton besoin. Et s'il est d'accord, c'est cool, alors il y participe. Mais c'est pas lui le responsable de ton besoin, du nourrissement de ton besoin, c'est toi-même. Ah oui, c'est vrai. Il ne faut pas qu'un couple, ça soit dans ce système. Dire, si moi je t'apporte ça, 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 toi tu dois m'apporter ça, 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 ça. Et souvent, ce qui arrive aussi, ce que je vois dans les couples, c'est que là, il y en a un des deux qui essaie de changer l'autre et l'autre essaie de changer l'autre au modèle idéal qu'il aimerait avoir comme conjoint. Mais ça ne marche pas, essayer de changer l'autre. Ça marche un bout, mais un bout de temps que on ne peut pas modeler l'autre personne comme on veut. Je pense que c'est très important de comprendre ça. Souvent, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une rupture si l'autre essaie trop de changer l'autre. Mais il y a quand même un besoin qui fait en sorte qu'on a besoin de l'autre. C'est le besoin de ne pas être tout seul. Et c'est là qu'on va chercher quand même quelqu'un d'autre. Là. Tout à fait, mais ça, c'est un besoin humain. On a besoin de partage, on a besoin d'affection, on a besoin d'amour. Donc ça, c'est super. L'idée, c'est juste de ne pas plaquer sur une seule personne ton besoin d'amour. Parce que quand la personne, si par exemple, elle te quitte, bah, toi, tu t'effondres. Parce que tu t'es isolé tous tes amis, tu t'es isolé toute ta famille, parce que tu as plaqué sur l'autre ton besoin d'amour. Tu t'es dit, ça, c'est le couple, je plaque. Donc, le besoin d'amour, d'affection, de partage, on l'a tous. C'est juste que l'idée, c'est d'étaler tes stratégies. Ah oui, j'ai justement vu ça dernièrement, quelqu'un là qui
qui a perdu son conjoint, là. Puis eux ils faisaient tout ensemble, et il n'y avait aucune relation avec d'autres couples, avec d'autres amis, et subitement, un des deux décède. Et là, la personne se ramasse avec même pas une personne pour aller manger avec elle au restaurant après le décès, tellement qu'il n'y avait plus aucun ami. Il faut faire attention. Je pense que dans un couple, il faut faire attention pour pas que, justement, le couple devienne le seul centre d'intérêt de notre vie. Parce que, comme tu dis, quand l'autre part, s'il te quitte ou s'il décède ou quoi que ce soit, mais tu es tout seul après. C'est là que c'est difficile. Là, hein? Et il faut faire attention. Hein? Oui, tout à fait. Puis je pense qu'un couple où l'amour, il te porte vers le haut et ça t'ouvre à tout, c'est un bon signe que c'est bon pour toi. Tandis qu'un couple qui te ferme, où tu es en manque, où tu as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'amour et tu n'as pas confiance et tu as peur, tout ça, et ben ça, c'est un signe aussi que peut-être ce couple-là, il n'est pas bon pour toi. Ah oui, j'ai hâte de te voir faire des conférences, Annelise. Ça va être passionnant tout ça. On voit, hein, Sana, on voit bien que tu as détecté la personne qui va vraiment nous faire des belles conférences. J'imagine qu'elle va aller au plus profond des intervenants pour aller chercher toute l'information qui va aider nos spectateurs, justement. Tout à fait, Michel. Et justement, en parlant des auditeurs, des téléspectateurs, on avait un petit commentaire intéressant. Jenny qui nous dit « Estime de soi, pour moi, c'est un recentrage sur la part lumineuse de notre être et le fait de s'occuper d'abord de ce corps merveilleux. » Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Alors, le recentrage, toi, ça te parle, le recentrage, Annelise, tu as tout un protocole là-dessus. J'imagine que tu es plutôt en accord avec ce commentaire. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est important de revenir à soi. Tu vois, les hypersensibles, en général, ils aiment être avec les autres parce que c'est des personnes qui sentent les émotions des autres, donc ils vibrent avec tout le monde. Mais des fois, on a besoin de se recentrer seul ou avec une personne de confiance avec qui on se sent vraiment bien pour que les énergies, tu vois, la longueur d'onde soit bonne, elle soit haute. Et à ce moment-là, on se recentre et on recharge les batteries, tu vois, en se connectant à son âme et aussi à son corps, parce qu'au final, le corps, c'est comment dire, ce qui nous porte, tu vois, c'est directement l'âme. De quoi? C'est le vecteur. Et donc, se reconnecter à soi, on peut le faire tout seul ou on peut le faire avec quelqu'un en qui on a confiance et avec qui on vibre la même chose. Et ça permet après d'aller mieux vers les autres. C'est ça. Donc, et ce recentrage-là, tu l'appliques dans les régulations émotionnelles, dans la démoca? Comment ça se passe? Comment tu les amènes à ça? À revenir dans leur intériorité? Comment tu fais? Dans la régulation émotionnelle, c'est vraiment ce que je fais parce que j'amène les gens dans les sensations physiques. D'accord. Par exemple, ils me disent j'ai peur de parler en public, je demande quand. Et par exemple, il y a 3 jours, j'ai dû parler en public à un mariage et là, j'étais très stressée. Je leur demande de fermer les yeux et de me dire qu'est-ce que ça fait dans leur corps. Et à ce moment-là, peut-être elle va me dire qu'est-ce que ça fait là dans mon corps maintenant, je lui demande là tout de suite. Et en général, il y a une mémoire de sensation qui est bloquée de cette fois-là, qui va sortir. Donc la personne, elle me dit par exemple, ça me fait des fourmis, j'ai le ventre qui serre et la gorge qui se crispe. Et je vais lui dire de laisser faire ces sensations, de laisser évoluer ces sensations. Et les sensations, elles vont augmenter et elles vont diminuer. Et ensuite, on va recommencer plusieurs fois jusqu'à ce que cette situation ne lui fasse plus rien physiquement. Ça veut dire que le corps, il a fait sa guérison. Tu vois, il n'y a plus de sensations physiques bloquées. Et la personne, quand elle va parler en public, elle aura peut-être un stress normal, mais elle aura plus ce stress bloquant qui fait qu'elle ne peut pas s'exprimer. C'est même pas la peine. Elle ne peut pas aligner 3 mots. Elle bégaye, elle a trop peur, elle tremble, elle sue, tu vois. Ça va régler par le corps. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment confiance dans le corps qui règle les problèmes. Directement, je l'emmène dans le corps. C'est mon boulot. Donc ça, j'adore parce que des fois, les gens n'ont pas besoin de me raconter leurs problèmes. Ils me disent, j'ai vécu un trauma, ok, est-ce que vous y êtes là? Oui, fermez les yeux, ça fait quoi dans votre corps? Ça me crispe le ventre, je ne peux plus respirer. Laissez faire. Et on reste dans le corps. La personne ne m'a rien dit sur ce que c'est, comment c'est, et tout ça. Juste, on débloque la mémoire sensorielle, la mémoire de sensations bloquées du corps, ce qui fait qu'après, la personne, quand elle pensera à ce trauma, par exemple, j'avais une dame, c'était « je rejoins ma fille ». Et la police arrive, il nous annonce que son conjoint vient de mourir d'un accident de moto. Et cette femme, dès qu'elle repensait à ce souvenir traumatique, elle pleurait.
Et donc, on a fait une régulation. Et puis là, maintenant, elle en a reparlé dans un barbecue il y a 3 jours avec des amis. Et elle a dit, j'en ai parlé sans pleurer. J'avais pas ces émotions débordantes. Donc, c'est ça mon boulot. C'est pas un souvenir drôle, mais t'as plus le choc qui allait avec le trauma. Waouh. Waouh. Alors, comme tu disais, hein, Michel, tu vois, on a l'animatrice qu'il nous faut, la présentatrice qu'il nous faut. On est vraiment ravis, Annelise, que tu rejoignes la team LGC TV. Et vraiment la bienvenue. Et je sais que très prochainement, vous pourrez donc, chers auditeurs, la suivre sur ces belles Vivra conférences en tant qu'hypersensible, en tant que thérapeute. Et tu es aussi coach santé, on n'en a pas parlé, mais tu es aussi ancrée dans la naturopathie. Tu donnes énormément de conseils autour de tout cela. Ah, oui. Tu es une femme complète. Oui, tout à fait. Aussi, je ne savais pas ça. Et oui. Ouais, en fait, j'ai mangé crudivore à 100% pendant 2 ans et 2 mois. Ah oui, moi j'adore le crudit. Ouais. Je l'ai testé, tu vois, à fond parce que je suis une extrême. J'aime bien tester les trucs. Je l'ai fait 2 ans en mode plus de sneakers, plus rien, quoi. Des fruits, des légumes, des noix, des graines germées, des algues. Ça s'arrêtait là. Et donc, j'ai appris la naturopathie sur mon corps. J'ai testé des choses, j'ai vu toutes les douleurs que je n'avais plus. Et maintenant, je coach les gens là où ils en sont pour leur apprendre à rajouter du cru, des aliments sains dans leur santé, pour voir quels problèmes de santé ils ont, leur expliquer les portes de sortie de toxines du corps, tu vois, pour évacuer, tout et tout. Donc, c'est un boulot que j'aime bien faire aussi, d'accompagner les gens pour leur santé, pas que émotionnelle, je dirais. Ah, moi, j'ai vu dernièrement, là, puis ça fait des années que je vois ça. Le plus gros problème de nos années 2000, mais je ne sais pas si avant 2000, c'était aussi pire que ça, c'est de savoir manger. Mais j'en reviens pas. À tous les soirs, moi-même, tu sais, je manque de temps. Souvent, ben, ça finit par le micro-ondes et ça ne devrait pas aller dans le micro-ondes. Tu comprends? Je veux dire, c'est fou, on manque de temps et on ne réussit pas à bien manger. Moi, j'aime bien, je ne suis pas végétarien, moi, j'aime bien me faire un tartare de saumon, tu sais, cru. Tu sais, moi, j'aime ça, le cru, comme les légumes crus, tout ce qui est cru. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Ça finit que je vais m'acheter quelque chose à l'épicerie puis je le mets dans le micro-ondes. Et ça ne devrait pas être ça. C'est le pire problème de nos années. On ne réussit pas à bien manger. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas le temps, et puis il n'y a pas... L'autre fois, j'avais eu l'idée, moi, de faire une chaîne comme McDonald's, mais qui ferait que des bons aliments, tu comprends-tu? Ouais. Donc, si je n'ai pas le temps, j'irai là, puis j'aurais quelque chose sans gluten, sans lactose, qui ne serait pas au micro-ondes, tu comprends, qui serait cru. Ça serait tellement merveilleux, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et là, on mange mal, et qu'est-ce que ça fait? Bon, on développe aussi des maladies parce qu'on n'arrête pas de manger mal. Et on digère mal, j'en reviens pas. Moi, c'est quelque chose qui est très important et que j'aimerais bien qu'on développe dans les prochaines années, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse bien manger et que ça soit bon. Tu sais, c'est que ça soit bon aussi. Et très important, Annelise. Donc, tu vas aussi aller dans ce sens-là. C'est merveilleux. Mm-hmm. Bon, ben sur ça, Sana et Annelise, on va terminer cette conférence, mais avant toute chose, il faut parler du sommet, Sana. Bien sûr, qui a démarré lors de la crise, je pense que c'était le 12 mars, 13-14 mars, quand tout le monde s'est confiné. Alors, ça a été hallucinant, cette crise, parce que moi, au début, j'en avais peur. Les gens disaient que là, on pouvait mourir. Et là, on avait commencé le sommet, justement. Nous sommes en guerre contre le virus, tous ensemble contre le virus, face au virus. Parce que là, au début, c'était contre le virus, mais les gens nous avaient dit, non, arrêtez de dire contre, c'est mieux de dire face au virus. Et on a vu que tout ça s'est déroulé, ça s'est transformé parce que là, on s'est aperçu que c'était pas aussi dangereux, parce que là, tout le monde pouvait mourir s'il y avait le virus. Mais à la fin, ben là, c'était pas si dangereux. Et là, il y a toutes sortes de dérapages dans le monde qui se sont faits, des masques, pas de masques, etc. Est-ce qu'on va mourir? Est-ce que tout le monde? Non. Les enfants? Non. Et en fin de compte, tout le monde est devenu un peu mêlé, donc le système s'est transformé en vérité. Donc, on veut avoir la vérité quand même dans cette pandémie. On a le droit à avoir la vérité. C'est pour ça que le titre avait changé durant le sommet. Et là, on avait dit qu'on terminerait le sommet
quand la crise sera terminée. Mais là, la crise est peut-être partie pour durer des années. Alors, on va terminer le sommet cet été. OK, Ouais. on va terminer ça cet été, aujourd'hui. Donc, il va rester une semaine, les gens, pour vous procurer le pack du sommet. Ensuite, il va devenir au prix régulier de 149 €. Vous avez énormément de conférences. Sana, tu peux nous en parler. Toi, tu as fait beaucoup de conférences dans le sommet. Donc, Oui, il y a bien beaucoup sûr. de il y a beaucoup de contenu intéressant qui nous font grandir dans ce pack. C'est fou, et les gens pouvaient donner 1 € pour l'avoir. C'était quand même assez fort pour cette pandémie, pour ce que tous les gens ont vécu dans le confinement. Et on a été heureux, sachez aussi, de pouvoir vous divertir aussi, de vous informer, de vous apprendre des choses. Ça a été, pour nous, ça a été beaucoup de travail. Moi, je sais, je suis sorti de là assez un petit peu fatigué, là, tu sais, parce qu'on faisait des conférences, une par jour. Hein. Sana aussi, c'était assez fou. Hein? Ah oui, comme tu dis, c'était assez fou. Alors avant de rentrer un petit peu sur les 25 intervenants qui ont pu qui ont pu apporter des éléments lors du sommet, j'aimerais déjà dire un petit coucou à Isabelle qui vient d'arriver, qui nous dit: je prends sur la fin. Tu n'es pas sur la fin, tu pourras déjà revoir. C'est vrai, on est déjà à 1 heure, mais on a là une deuxième partie de la Vibra conférence, de cette émission, pour présenter et clôturer la fin du sommet, enfin clôturer le sommet, pardon. Donc tu n'es pas sur la fin du tout, je dirais presque à la moitié. Alors pour revenir effectivement sur ce que tu disais, Michel, j'aimerais rebondir sur déjà pourquoi on a fait ce sommet-là. On l'a fait à la fois effectivement pour vous accompagner, vous aider, vous informer, vous divertir, si on peut utiliser ce terme aussi. Et l'idée, c'était de vivre avec vous ce confinement, puisque pour la plupart, on était tous confinés en France, c'était le cas, et puis dans d'autres pays aussi. Donc l'idée était de pouvoir vous accompagner sur ces temps où vous étiez chez vous, à travers des intervenants qu'on a découverts, comme Annelise Robert, qui a participé également au sommet, mais à des intervenants qui étaient déjà intervenus précédemment dans d'autres Vibra-conférences. Je pense à Fabrice Mouchin sur les ondes de forme. Je pense aussi à Pierre Pironnet sur la relaxation biodynamique, Hélène Tal sur son livre, mais également d'autres, Julie Claire Ruffel, Nataraj. On a eu énormément de personnes, près de 25 intervenants qui nous ont accompagnés, qui vous ont accompagnés tout au long de ce sommet. Alors justement, j'aimerais avoir vos retours là-dessus. C'est aussi le moment d'échanger. On a toujours été dans le cadre de ce sommet, dans la co-création. Robert Parent, on a eu Annie Goyer aussi, qui nous a parlé de PNL. On a eu une richesse énorme de thématiques. J'aimerais vos retours. Je sais que vous écrivez déjà dans le chat, mais vraiment, merci. Oh, c'est vraiment adorable, Sandrine. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous aussi que le sommet a pu avoir cette consistance et cette visibilité aussi. Donc, comme le disait Michel, vous pouvez, pour ceux qui ne se sont toujours pas procuré le pack du sommet, vous pouvez encore vous le procurer. Encore une fois, avec des dons libres, donc avec 1 seul euro, vous pouvez bénéficier de ce pack jusqu'à une semaine, et puis ensuite on passera à un autre tarif, et puis donc avoir vos retours. Donc faites-moi vos retours là-dessus, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, quels sont les intervenants qui vous ont inspiré. Là, vraiment, je suis très curieuse de cela. De ton côté, Michel, peut-être nous dire quelle a été l'expérience pour toi la plus marquante du sommet, qu'est-ce que tu retiens du sommet sur l'ensemble des conférences que tu as faites ou que j'ai faites, des ateliers qui ont été aussi proposés. Ah oui, c'est sûr que pour moi, ça a été beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers aussi. C'était tous les jours. Hein. Moi, c'était un jour. Puis moi, je ne suis pas la personne qui indique les choses dans un calendrier. Donc, je me levais le matin, puis j'étais là, oh, là, j'ai 2 conférences. Puis là, j'en ai une. Puis c'était fou, mais moi, j'aimais bien. C'est là que je me suis fait un petit bureau dans ma maison. J'ai mis mon mur vert qui me permet d'avoir des fonds. On a réussi à émouvoir beaucoup de personnes. J'avais des intervenants là, miraculeux. Puis j'avais des vieux intervenants aussi, comme Virginie Brière, Franck Athème aussi qui a embarqué. Donc ça a été... puis des gens ont embarqué, les gens étaient contents là, de prendre soin de tous ces gens qui étaient à la maison, qui
qui n'avaient qu'Internet pour se divertir. Ils avaient la TV et Internet, mais dès qu'ils ouvraient la TV, c'était toujours marqué, il y a eu tant de morts, c'était tout en rouge. Tu sais. Donc, les gens, on leur offrait une autre façon de voir le monde que de voir des morts, puis de voir des cas de COVID, puis et aussi, en même temps, ça leur permettait d'évoluer spirituellement. On sait que c'est important, l'évolution spirituelle aussi pour sa vie, pour être heureux, mais aussi pour ses réincarnations et tout. Donc, on a vraiment éduqué les gens, je pense, sur ces points-là. Le fait aussi, ce que j'ai trouvé le plus important, et on l'a répété souvent là, cet hiver, là, même mars, avril, mai, c'est d'être spectateur de son acteur, c'est-à-dire qu'il faut prendre de la hauteur, puis les émotions qu'on vit et tout ça, il faut prendre de la hauteur et se dire, mais pourquoi j'ai cette émotion-là? Est-ce qu'elle m'appartient? Est-ce que... C'est tellement important d'avoir l'œil de l'aigle que souvent on dit, tu sais, c'est de voir de haut qu'est-ce qui se passe dans nous. Si on a une jalousie, il ne faut pas la vivre juste. Il faut prendre de la hauteur, c'est-à-dire pourquoi j'ai ça, là? Pourquoi j'ai cette émotion-là? Hein, puis d'où qu'elle vient, tu sais, c'est tellement... Moi, j'ai tellement changé ma vie avec cette façon de voir les choses. Franck Attem dit que c'est le soi. Il faut revenir dans le soi pour analyser le moi. Tu sais, donc, c'est quelque chose qui est très, très, très important. C'est quelque chose qu'on a répété. Ça a été... Puis il y a aussi toutes les blessures du passé, les blessures de l'enfance, comme Annelise nous disait tout à l'heure. Donc, il y a plein de personnes qui nous donnent des techniques pour les régler, ces fameuses blessures du passé. C'est vraiment ce qui nous pirate là, dans la vie de tous les jours. C'est ces fameuses blessures qui font qu'on a telle émotion aujourd'hui. Donc, c'est tellement important de pouvoir les régler. Et on dit souvent que quelqu'un qui règle toutes ces... blessure du passé va avoir une communication avec son âme qui va être beaucoup plus directe. L'âme et le soi là, va faire en sorte que la communication va être beaucoup plus directe et c'est là qu'on a accès aux annales akashiques, à l'informationnel. Donc, on a travaillé tout ça durant le confinement, puis ça a été bon pour moi, ça a été bon pour nos auditeurs, les auditeurs qui nous ont dit merci. Merci et gratitude pour le pack du cœur. Waouh, qu'est-ce que c'est bien dit. Des intervenants très inspirants avec une disponibilité très rare. Pas de mots spécifiques car j'en oublierais, mais énormément avec toi et Mishana et Michel. Bravo pour l'initiative. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Prendre de la hauteur en descendant dans les profondeurs. Oui, nous dit Mylène, tout à fait. Merci à vous. Et encore une fois, ça n'aurait pas pu prendre forme sans vos initiatives aussi, vos présences. Et effectivement, tu parlais de richesse. On a même eu, je crois qu'on a clôturé notre sommet avec une intervention autour de la science des arbres. Donc, on a eu Anne-Sophie Nicolas qui nous a parlé de cette science des arbres. C'était vraiment génial. On a eu une vibra-conférence suivie et c'était vraiment très riche et très original. Je crois que c'est vraiment la première fois qu'on parle de cela sur la chaîne. On a vraiment on a balayé et puis surtout, l'idée était à la fois, vous les chers auditeurs, de pouvoir vous combler d'une certaine manière et aussi de permettre aux intervenants de se faire de nouveau connaître parce que c'était des moments un peu difficiles où un certain nombre d'intervenants proposaient des stages en présentiel et tout était annulé. Donc, c'était le moyen de réunir tout le monde et ça a été vraiment un grand plaisir de pouvoir faire cela avec vous en votre compagnie. On a d'autres commentaires. Waouh, génial, regarde-moi ça, Michel, regarde Annelise. Avec toutes les informations anxiogènes de chaque jour, ce sommet était un pic d'oxygène pour moi, avec des intervenants émouvants et sensibles. Merci pour ces beaux partages. Waouh, ça, c'est pas magnifique, ça. Si ça fait pas vibrer, clairement. Oui, c'est pour des messages comme ça qu'on continue sur la chaîne. Et merci à toi, Michel, pour cette chaîne merveilleuse qu'est LGC, où on peut à la fois parler aussi en toute liberté, parce qu'on a eu aussi Anne Givaudan qui nous a parlé beaucoup des égrégores, des formes pensées. Elle a aussi, c'était une lanceuse d'alerte, donc elle a parlé un certain nombre de beaucoup de choses dans le cadre du Covid. Et donc, on a laissé cette liberté à nos intervenants pour pouvoir exprimer ce qu'ils avaient à dire. Et je tiens aussi à te remercier, Michel, parce que cette tribune-là que tu offres, cette tribune libre, est essentielle.
Oui, ben, c'est avec joie que j'offre cette tribune, mais il faut savoir que c'est vraiment Stéphane Coll qui a démarré le grand changement. Tout à fait. Je le remercie aussi, Stéphane, d'avoir lancé cette initiative du grand changement. Ça a été aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. On est à 36 000 abonnés, je pense, sur YouTube, 36 000 sur Facebook. Alors, on a aidé énormément de personnes à regarder en dedans d'eux, à arrêter de ruminer. Tu sais, c'est très, très important. Et aussi, moi, ce que je trouve, c'est que les gens se reconnectent à la spiritualité. On sait que depuis 100, 200 ans, c'est peut-être avec le darwinisme, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la spiritualité. Juste par exemple, des fois, je prends l'exemple de ma mère qui était dans la spiritualité et tout d'un coup, elle s'est dit non, tout ça n'existe pas. Donc, quand je vais mourir, ça va être la fin, vous allez me brûler, puis etc., puis ça va être la fin. Donc, moi, jusqu'à la fin de ma vie, je veux accumuler, je veux être heureuse. Et je trouve que c'est pas quelque chose c'est pas une façon de voir. Je pense qu'il faut plutôt rester dans sa spiritualité, savoir qu'il y a un monde invisible, le toucher, ce monde invisible, parce que ceux qui vont loin, quand même, sont capables de le toucher, sont capables de communiquer, sont capables. Et les gens savent que s'ils évoluent spirituellement, eh bien, ils vont avoir une meilleure réincarnation, parce qu'on n'a pas le choix. Avec Franck Athènes, avec l'hyper-rationalité, on voit comment ça fonctionne, la réincarnation. On le voit de façon scientifique même. Et ce qu'on vise, c'est toujours de se réincarner dans une belle évolution. C'est important de se réincarner dans une belle évolution, c'est-à-dire qu'on ait fait une belle évolution dans la vie précédente pour avoir une meilleure vie dans la vie suivante. Tu sais. C'est très important, ça, que les gens comprennent ça. S'ils ne comprennent pas, ben, ils deviennent dans l'égoïsme, justement. Donc, ils essaient d'accumuler, d'être le plus heureux possible avant de mourir. Et ça, c'est une erreur. C'est ce qui cause beaucoup de problèmes sur la Terre. C'est que les gens qui veulent le pouvoir, qui veulent tout, ils veulent tellement être heureux avant de mourir parce que depuis justement le darwinisme, mais ils se disent c'est la fin après. Après ça, il n'y aura plus rien. Donc, mon seul but, c'est d'être le plus heureux possible, d'avoir le plus de choses possibles jusqu'à ma mort. C'est un des gros problèmes. Et je pense qu'on a réveillé un peu les gens sur le fait que c'est pas ça qui se passe. Il y a quelque chose après la mort. Et le but, c'est de faire une autre vie et de ne pas la faire dans la souffrance, justement parce qu'on n'a pas compris. Souvent, Franck, il nous disait ça. Il dit la vie va t'apprendre. Et si tu n'apprends pas, ben, ils vont peut-être des fois t'envoyer une séquence de souffrance pour que tu apprennes. Et le but, c'est justement de ne pas avoir ces fameuses vies souffrantes pour apprendre justement comment fonctionne pourquoi il faut évoluer spirituellement au lieu de vivre dans l'égoïsme, comme disait tout à l'heure Annelise. Donc, c'est important, moi je trouve que c'est tellement important que les gens comprennent bien ça. C'est pour ça que dans les prochaines années, là, dans LGC, je veux qu'on structure quand même toutes ces informations pour qu'on puisse vraiment revenir dans un genre de formation, puis savoir que c'est bien de penser de telle façon, c'est bien d'être spectateur de son auteur, c'est bien de ci, de ça. Parce qu'on vient mêler, parce qu'il y a tellement d'intervenants, tu sais, puis tout le monde a une technique, tout le monde... et on vient des fois qu'il y a tellement d'informations que là, on ne sait plus trop quoi faire. Tu sais. Et j'aimerais bien qu'on puisse structurer les choses là, dans les prochaines années. Après, si je peux me permettre, Michel, je pense que cette diversité, elle est essentielle dans la mesure où quand des intervenants interviennent, ce qui est important, c'est ce qui vibre en nous. Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qu'on va retenir plus qu'autre? Donc, la richesse, elle est là. Je pense que c'est important qu'elle soit là et tout le temps. Après, on vibre avec plus ou moins certains intervenants ou avec certains dires, des choses qui vont nous parler, qui vont nous permettre de nous débloquer, de passer vraiment en mode on. Et si je peux me permettre aussi, le cas, tu parles du fait qu'on a
parfois des moments ou des épisodes un peu difficiles dans nos vies pour nous faire comprendre des choses, bah, je pense que là, l'univers nous a amené un très, très, très grand message avec le Covid. On a été amené à se confiner, à vivre vraiment H24 avec une personne, avec notre famille, et parfois ça a amené des conflits. Donc on a été vraiment amené à travailler sur nous-mêmes, à être dans l'introspection. Et pendant cette période-là, eh bien, on avait LGC, on avait le sommet avec des intervenants qui accompagnaient aussi à travers des réflexions, des expériences, des accompagnements. Et c'est en ça où je pense que là, on peut avancer. C'est bien de, bien évidemment, faire des cases, etc. Mais je pense que c'est aussi important de toujours laisser la place à cette diversité parce qu'on est tous différents. On a des hypersensibles, des surdoués, des gens qui... voilà, il y a différents types de personnes. Donc, il faut laisser cette diversité, à mon avis. Ah oui, non, mais je suis d'accord à 100% avec toi. Je suis d'accord à 100% avec toi. C'est juste qu'il m'est arrivé quelqu'un la semaine dernière et puis là, il y avait eu un décès, puis donc je lui parlais, tu sais, je lui dis, bon, de toute façon, la personne est encore là, tu peux communiquer avec. Et donc, j'y allais avec toutes mes connaissances. Et là, j'avais des connaissances de Franck, de Virginie, de Grabovoy, mais quand même, tu sais, mais tous ces gens-là, ils finissent, ils se rejoignent tous quand même sur une même structure. Tous les enseignements. C'est ça. Et qu'un enseignement, comme un enseignant, moi je suis enseignante pour ma part, le but, c'est quoi au bout du compte? C'est l'autonomie. Oui, c'est d'amener la personne, on lui donne des racines et des ailes. Donc à un moment donné, ce qu'on se rend compte, c'est que moi, depuis que j'ai commencé sur la chaîne, il y a beaucoup de choses qui se sont développées chez moi, même des capacités, des choses où je me fais davantage confiance, des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre du concret, du matériel. Et en fait, j'apprends mon autonomie, j'apprends à savoir qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce qui est bon. Et au bout du compte, Michel, j'ai envie de te dire, la réponse est en toi. Ça, c'est évident. Et tu n'as pas besoin de citer tel intervenant dans ta tête parce que la réponse, elle est en toi. Et que toi, tu as déjà la réponse dans ce que tu es, dans ce que tu développes. Et Annelise en parlait tout à l'heure sur les ressentis, qu'est-ce que c'est que le besoin. Enfin, toutes ces choses-là, elle amène aussi, j'imagine, cette forme d'autonomie. Donc, c'est ça qui compte. Enfin, pour ma part, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, les amis. Oui, j'en pense. Non, mais tu as raison, Sana, tu as raison à 100%. Tu as raison à 100%. Ça, c'est sûr. C'est le ressenti, qu'est-ce qu'on pense. Parce qu'on se forge. Tu sais, avec toutes ces informations-là, on finit qu'on se forge nous-mêmes, on se forge une pensée, un ressenti aussi. On apprend aussi à... Parce que souvent, non, dernièrement, j'ai été voir un artiste. Oui. Et j'ai tellement trouvé bien qu'est-ce qu'il m'a dit. Il faisait des peintures ici au Québec, là. Tu sais, c'était... Et là, l'artiste, il nous parle et puis il nous dit une affaire. Il dit, savez-vous, les meilleures peintures, les plus belles peintures que j'ai faites, c'est quand j'avais la tête vide. C'est quand j'avais la tête vide. Donc, il n'y avait rien dans la tête. Et là, il dit, il lançait un push. Et là, la peinture devenait merveilleuse. C'est ça. Hein? Annelise, toi qui fais de la peinture, tu dois comprendre ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Ah oui, mais moi, ça me parle en même temps parce que tu imagines, en fait, ça revient à ce qu'on disait sur le mental. C'est-à-dire qu'en fait, il met de côté son mental, il met de côté tout ce qu'il connaît de la peinture ou tout ce qu'il connaît des cadres, des contraintes, et puis, en fait, il laisse aller son instinct, il laisse aller son élan vital. Et effectivement, c'est magnifique, quoi, parce que ça touche l'âme. Ce sont des toiles qui touchent à l'âme. Oui, c'est ça, c'est des toiles qui touchent à l'âme. Alors, c'est là-dedans qu'on va avancer, les amis. On n'a pas fini. Il y a énormément d'intervenants, de personnes là, qui ont des choses à vous apprendre, des choses à vous faire vivre, des prises de conscience. Ah, je voulais dire aussi, on a eu beaucoup de soins, beaucoup de soins énergétiques. Ça a été merveilleux pour moi. Parce qu'en faisant les ateliers, j'ai vécu des soins de toutes sortes, des soins énergétiques, là, des soins avec le son, avec le tambour, avec les chamans, ça a été puissant, les amis. Donc, c'est pas juste l'enseignement, hein, il y a aussi beaucoup de soins, de pratiques, de prise de conscience. Des méditations guidées, on a énormément de choses. Merci à tous ces intervenants. Je pense à Sophie Baudry, qui est maître Reiki, à Clotaire Guérin. J'en oublierai sûrement, mais vraiment, je vous remercie tous parce que Tina et Rinos aussi, vraiment, on a eu énormément de monde. Et je tiens vraiment à vous remercier tous, chers intervenants, si vous nous regardez.
Ah oui, j'ai eu aussi, j'ai eu Sylvain Didlot aussi, Stéphane Coll en entrevue. Ça a été Sylvain Didlot. J'ai une autre conférence avec le 12, les amis, à août. Puis avec Stéphane Coll au mois d'octobre aussi, un autre, ça a été on a été très profond avec Stéphane Coll. Lui, il est vraiment rendu ce que j'ai aimé dans sa conférence, c'est que quand on est rendu au point où on est dans l'unité, parce qu'il y a beaucoup de dualité, tout le monde vit dans la dualité, mais le but, c'est d'aller dans l'unité, c'est-à-dire de sortir de la dualité. Et quand tu sors de la dualité, tu peux voir un oiseau et arriver à aller te mettre dans sa conscience et voir dans ses yeux, mais c'est une... Très intéressant. Ah ouais, c'est fou là, quand tu es rendu à ce point-là, c'est d'une merveille, les amis, ce qu'on peut faire, parce que avec Franck Hatem, souvent ce qu'il nous dit, c'est que il y a une conscience, donc on est toutes des parties de cette conscience-là, on est toutes à des points on est toutes des points de conscience, et quand on s'en aperçoit vraiment, on peut arriver à se transférer dans une autre conscience et à voir comme l'autre. C'est fou tout ce qui est possible là, avec la spiritualité, avec les enseignements que nous avons actuellement, avec les soins que nous avons, avec les pratiques que nous avons. Et c'est ça qui a été intéressant aussi, je trouve, c'est que dans le cadre de la spiritualité, on a vraiment élargi aussi la gamme. Si tu veux bien, Michel, on a aussi intégré un côté développement personnel, on a eu de la PNL, on a eu Sonia Chardonnance, on a eu Robert Parent, Annie Goyer, donc des spécialistes qui touchent à la fois à la spiritualité parce qu'ils sont riches de cela déjà, et puis aussi dans le cadre de leur pratique et de leur accompagnement, et agrémenter cela à travers le développement personnel. Donc on a eu aussi des ateliers très riches. Tu as parlé des chamans, on a eu Liliane van der Velde qui nous a aussi proposé un soin chamanique. On a eu énormément de choses. Clumis aussi, qui est intervenu. Qui est donc intervenu sur le sommet à travers des conseils aussi santé, si je me souviens bien. Donc, on a eu vraiment quelque chose d'assez large, complet. Voilà, parfait. Tu nous as fait un partage d'écran. On a tous les intervenants, mais c'est parfait. On va tous les remercier. Et oui, relaxation biodynamique, tu parlais du corps, Annelise. On a eu également Pierre Pironnet qui travaille sur le corps, Hélène Tal également qui a donc oui, la communication animale aussi avec Malou Gallier, TKL aussi qui a vécu aussi des choses très très fortes. Natara, j'en ai parlé, qui fait du yoga, et puis Fabrice Mouchin sur les ondes de forme, énormément. Julie-Claire Ruffel aussi qui fait canalisation, Robert Parent que je ne sais plus et qui a fait énormément de petites apparitions sur la chaîne. Sophie Baudry, j'en parle également sur le Reiki. Franck Hatem, qui est également un des intervenants qu'on ne cite plus. Et donc, c'était vraiment magnifique sur les soins. On a parlé de José Robuchon, et oui, à travers les champs vibratoires, Tina Erinos, tout le rapport aussi à travers le travail de l'âme, Clumis, j'en parlais, Clotaire Guérin. Merci à vous tous, Clotaire, qui est aussi un habitué de la chaîne, Annie Goyer, et oui, Virginie Brière également. Michel, tu peux aussi nous en parler de Virginie, qui est aussi une habituée, Béatrice Fornari, et oui, et nous avions également notre chère Lucille Gaillard, voilà, je ne reconnaissais plus sur la photo, Sonia Chardonnance, experte aussi en développement personnel, Liliane van der Velde, chamane, voilà, on a énorme, Anne Givaudan, qu'on ne sait plus, je crois qu'on en connaît une qui s'appelle Anne-Élise Robert et qui est là, parmi nous, qui nous a aussi beaucoup apporté à travers l'hypersensibilité. Alors là, on a une petite coquille, c'est pas Anne Givaudan, mais c'est Oriana Brigitte Heidel. Nous avons également Cécile Maire qui nous a parlé du Feng Shui. Et c'était vraiment génial. Et enfin, donc, l'énergie des arbres avec Anne-Sophie et Nicolas. Voilà, près de 25 intervenants pour vous, chers auditeurs. Merci pour ce petit déroulé, Michel. Merci à toi. Voilà. Et je vous remercie encore une fois, 1000 fois, chers auditeurs, pour vos retours, pour vos énergies, pour vos co-créations. Et le chemin continue parce que la vie continue déjà, qu'elle est belle. Et on va avancer, continuer à créer, co-créer ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, Annelise? Moi, ça me va, je suis partante. Génial. Cool. Et je viens de vous mettre l'adresse, les amis, dans le chat. Ouais.
Alors, n'hésitez pas, pendant une semaine, on va laisser le prix libre et après, on va revenir au prix de 149 € pour tous ces ateliers, énormément d'ateliers, les amis. Et puis, ce que je voulais dire, c'était que nous allons relancer ça l'année prochaine, sûrement au mois de mars, février-mars, je ne sais pas trop, en espérant que ce fameux COVID va être terminé. Mais sinon, on va toujours être là, les amis, dans toutes les crises, nous serons là, soyez sûrs, nous serons là. J'en profite encore pour nous mettre tous ces cœurs. Regardez-moi comment ça vibre, c'est juste magnifique. Waouh! Je n'ai pas assez de mots pour vous dire merci, chers auditeurs. Waouh, ça me touche au plus haut point. Vraiment. Génial. Ouais. Waouh. Eh bien, continuez de nous suivre et puis partagez cette vidéo aussi à tous les... Si vous connaissez des auditeurs qui sont également abonnés à la chaîne, pour se connecter déjà aussi avec notre nouvelle animatrice, Annelise Robert, et puis pouvoir faire un peu le point avec tout ce qui s'est passé à travers ce sommet. Voilà, pour ma part, j'ai tout dit. Je vais laisser peut-être un petit mot de la fin à Annelise, et puis le deuxième mot de la fin à M. Michel Morin. Mais moi, je me réjouis de rencontrer tous les auditeurs et de faire passer plein d'intervenants sur la chaîne, des gens qui ont plein de choses à dire et qui pourront aider le plus de monde possible. Wow, super. À toi, Michel. Ah, c'est mon micro, parce que là, j'ai commencé, imaginez-vous, à travailler de la main gauche. Parce que j'ai trop travaillé cet hiver avec la main droite. Là, je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai dans la main, mais j'ai de la misère à bouger ma souris avec la main droite tellement qu'on a fait de la souris cet hiver. Alors, donc, je me pratique. C'est pour ça que j'avais un peu de misère avec mon micro. Sur ça, les amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce sommet. C'était un premier sommet. On a rodé le sommet. Il s'est allongé un peu. Il a pris un peu plus de temps que supposé parce qu'on ne savait jamais quand allait finir cette crise ou non. Donc, on a décidé la semaine dernière que nous allions mettre fin aujourd'hui à ce sommet. Nous avons été contents de vous avoir avec nous et nous serons contents de vous avoir avec nous au prochain sommet qui va être, je pense qu'on va, avant de lancer le sommet, nous allons aller chercher déjà les intervenants pour que vous sachiez quel intervenant va être dans le sommet. Et c'est sûr que dans un sommet, il y a toujours des nouveaux intervenants qui peuvent s'ajouter, mais le but, ça va être vraiment de déjà faire une recherche d'intervenants. Et si vous êtes intéressé à faire partie du prochain sommet, communiquez avec nous, les amis. Je vous donne, parce que tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui se demandait comment contacter avec moi. Je vous mets l'adresse dans le chat de comment communiquer avec l'équipe du Grand Changement pour faire partie du prochain sommet ou pour devenir intervenant. Si vous voulez être intervenant, venez nous parler de vos connaissances, si vous avez des soins à donner, si vous avez des capacités. Si vous n'êtes pas du bas astral, sachez qu'on évite les bas astrales. Là. Souvent, les gens nous parlent de ça. Là. Vous devez être dans il ne faut pas avoir de haine. L'idée, c'est de ne pas avoir de haine. C'est très important. Donc, legrandchangement.com, contact.asp, je vous mets l'adresse ici. Donc, en communiquant par ce moyen, vous êtes sûr d'avoir une réponse parce que ça ouvre un ticket. Donc, il y a automatiquement des gens qui vont prendre votre message et qui vont le distribuer aux personnes qui doivent avoir le message. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par cette adresse si vous voulez faire partie du prochain sommet ou si vous voulez devenir un intervenant et avoir une interview avec Fanny, avec Sana, avec Annelise, avec peut-être prochainement d'autres animateurs, on ne sait pas. Tout ce qui peut arriver sur le grand changement. Mais le but, c'est qu'on puisse délivrer le maximum d'informations pour ce qui est de la spiritualité, comme on vous dit. On pense que c'est important que les gens reviennent dans la spiritualité. C'est important parce que, justement, je parlais à une autre personne cette semaine et il me disait, est-ce que tu as une religion, toi, Michel? Moi, j'ai dit, non, j'ai aucune religion, mais il y a une affaire qui est sûre, c'est que moi, j'adore Jésus, hein? J'adore Mahomet, j'adore Bouddha. C'est toutes des gens qui ont eu des communications avec l'invisible et qui ont changé le monde.
Ça, c'est important de comprendre ça parce qu'il y a tellement de monde aujourd'hui qui sont dans le darwinisme, qui disent que tout va se finir quand ils vont mourir. Mais pourtant, les 3 personnes qui ont fait les plus grands changements dans le monde, ce sont ces 3 personnes-là. Et ils ont eu justement des communications dans le monde de l'invisible. Je pense que Mahomet, c'était avec l'ange Gabriel. C'est tellement important, les amis, qu'on reprenne compte de ce qui s'est passé dans le passé, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en 1859, il y a eu le fameux darwiniste, la théorie de l'évolution. Il y a des variables là-dedans qui ne fonctionnent pas vraiment. C'est la variable du hasard. Donc, on dit qu'il y a de la génétique qui se transformerait au hasard, qui ferait que, écoutez ça là, ici, on a des lièvres dans la forêt qui sont blancs l'hiver et qui sont bruns l'été. Ils sont blancs l'hiver pour se défendre parce qu'ils se cachent bien. Et ils sont bruns l'été pour se cacher l'été. Comment voulez-vous que le hasard ait fait cela? C'est-à-dire qu'imaginez, le lièvre a commencé par avoir 3-4 poils blancs. Et donc, ce que Darwin dit, c'est que puisqu'il y a eu une modification génétique, qu'il y a eu 3-4 poils blancs, il a vécu plus longtemps que les autres lièvres. Donc, à la reproduction, ils vont créer un autre lièvre qui a 3-4 poils blancs. D'un coup, il va avoir 10 poils blancs. D'un coup, après 1 milliard d'années, il va être tout blanc. Mais là, comment qu'il va faire pour revenir brun l'été? Là? Non, mais il y a des, vous savez, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette théorie-là, les amis. Et c'est ça ça ne fonctionne pas. Imaginez le papillon qui a 2 yeux d'hibou sur ses ailes. Combien de milliards d'années ça l'aurait pris pour dessiner 2 yeux d'hibou sur les ailes? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Et je pense qu'il faut revenir au monde de l'invisible. Moi, en 2012, je ne croyais qu'à la science. Je ne voulais rien savoir de la spiritualité, je ne voulais rien savoir de l'invisible. Et il est arrivé quelque chose, j'ai lu quelque chose qui était les 9 lettres du Christ. Je me suis aperçu que ce n'était pas un humain qui écrivait là-dedans, que c'était vraiment un channeling qui avait eu lieu. Comme ça a eu lieu avec Jésus, comme ça a eu lieu avec Mohamed, comme ça a eu lieu avec Bouddha. Donc, c'est des gens qui ont communiqué, qui ont réussi avec l'invisible, parce que dans l'invisible, il y a de l'intelligence. Et ça, c'est important à comprendre, les amis, parce qu'on peut communiquer avec cette intelligence, on peut s'aider de cette intelligence, on peut aller chercher de l'information dans les champs informationnels. Tout est possible. Et c'est ça qui est merveilleux, vous voyez, c'est ça qui est merveilleux, c'est que tout est possible. Il faut arrêter d'avoir cette armure, il faut être ouvert, il faut laisser sortir son HPI, son HPE, il faut vibrer, il faut sentir. C'est tellement important là, de revenir avant 1859. C'est très important. Waouh! Bon message, Michel. Beau message. Merci pour tout. Merci à vous. Et on ne s'arrête, on ne l'arrête plus, Michel. Tout à fait. Ah, oh, génial. Il n'est pas. Bon, sur ça, les amis, on va se laisser. Et puis, sachez qu'on continue, on reste là. Soyez sûrs, les amis, qu'on reste là et on va évoluer tous ensemble. C'est ce qu'il faut. Merci, Sana. Merci beaucoup, Sana. Tu étais vraiment là. Tu as été là quand il fallait que tu sois là puis que j'avais besoin de toi. Merci beaucoup. Je peux pas. Le merci est immense. Immense. Puis merci Annelise d'être là avec nous comme nouvelle animatrice. Ça me fait énormément plaisir. J'en ai des frissons de partout. Génial. C'est ça, les amis, je vous laisse. Et puis, on se revoit très bientôt. À la prochaine, tout le monde. À la prochaine. À bientôt. Bye bye. Merci à tous.